On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Écoute, je n'avais rien au menu aujourd'hui à propos de M. Trump, ou si peu. Sinon, tiens, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que d'autres anciens inquiétants de Donald Trump ont fait? Le procureur spécial Jack Smith vient d'y aller d'une sortie contre la juge Cannon, qui est en charge de ce fameux procès pour des documents classifiés secrets que Donald Trump a apportés avec lui à Mar-a-Lago. Et on m'accusera de partisanerie. Je suis bien d'accord avec la sortie de Jack Smith. Figure-toi que la juge en question a dit « J'aimerais que les avocats de M. Trump et le procureur spécial m'aident à définir les instructions qu'on devrait fournir au jury dans ce procès-là. » On ne voit jamais ça. Et Jack Smith a dit, grosso modo, on a assez perdu de temps. Les avocats de M. Trump sont tout à fait dans l'erreur parce qu'ils disent que Donald Trump a déclassifié ces documents-là et qu'ils sont à lui. Le procureur dit c'est un monde imaginaire, on a des délais supplémentaires inutiles. Puis en gros, je te formulerai ça dans mes termes à moi, c'est un slam dunk en termes de basketball, c'est-à-dire que ça devrait être une cause assez facile. Il a été averti à de nombreuses occasions. Ces documents-là appartiennent au peuple américain, à la nation américaine, et il a enfreint pas une, mais deux lois. Et on l'attaque avec la pire des lois, qui est la loi sur l'espionnage, qui remonte, elle, à la Première Guerre mondiale, mais qui implique le genre de documents avec lesquels M. Trump a été retrouvé. Donc, c'est étonnant que le procureur spécial effectue une sortie comme celle-là parce qu'il est excessivement prudent. Mais en même temps, la juge Cannon, elle oblige la grande majorité des experts de ces questions-là à se gratter la tête puis à voir pourquoi fait-elle ça. Une juge ne demande jamais aux autres, aux avocats des deux parties, d'instruire le jury sur comment on devrait aborder cette cause-là. Donc, ça a étonné, en tout cas pour le moins. Alors, qu'a-t-il fait, M. Trump? Dans ce cas-ci, pas grand-chose. Mais la cause, elle est particulièrement étonnante au moment où on se trouve présentement. Écoute, c'est toutes ces causes-là qui se retrouvent devant la justice, là, que ça touche Trump ou que ça touche Joe Biden avec les documents aussi qu'il avait, puis tout ça. Ouais. Est-ce que ça a un impact sur le choix des électeurs? Est-ce que les gens suivent ça de près? Je comprends que les politologues, là, les gens qui sont mordus de politique, on aime ça, tout ça. Mais Joe Sixpack, là, est-ce qu'il doit s'en foutre un peu de ces histoires-là devant les tribunaux? Ça dépend pour qui vote Joe Sixpack ou s'il a arrêté son choix, pour reprendre ta formulation ou ton expression. Quand on regarde, c'est aussi polarisé cette question-là que tout le reste. Donc, l'élection, on le sait déjà, là, il y a sur 50 États, il y en a 44 dont je peux déjà te dévoiler les résultats au moment où on se parle. Ils vont voter Trump ou ils vont voter Biden. Dans cette cause-là, comme dans d'autres causes, ce qui reste à observer, c'est les mouvements chez les républicains modérés et chez les indépendants. Et de ça, on a déjà discuté tous les deux. Il y en a peu, des deux. Des républicains modérés prêts à voter ne serait-ce qu'une fois pour Joe Biden ou encore des indépendants. Et c'est là où on constate qu'il y a un mouvement à la baisse pour M. Trump. Donc, ça ne peut qu'avantager Joe Biden si on pense à quel point le vote va être serré. Sinon, pour la grande majorité des gens, républicains ou démocrates, pour la grande majorité des gens, c'est notre vote ne changera pas. Là, c'est un remake, comme on dit, c'est une séquelle, cette élection-là. Une sequel, pardon. Séquelle pourrait être utilisée aussi dans certains cas. Donc, donc on y va d'un nouveau chapitre ou d'un remake. La plupart des gens savent pour qui ils vont voter. Donc, surveillons surtout, et c'est la seule chose que je surveille sérieusement dans les sondages, comment évoluent les intentions de vote des indépendants ou comment évoluent les intentions de vote de ces républicains qui, en très mauvais français, mais en bon québécois, branlent dans le manche. Luc, j'aime ça parler avec toi de la culture et des liens avec la politique. Je suis allé voir Dune 2 ce week-end et avant ce film interminable, il y a eu la bande-annonce d'un nouveau film, Alex Garland, qui est un très bon réalisateur et scénariste, son prochain film s'intitule Civil War.
Et c'est une guerre civile aux États-Unis. Et l'affiche qui est extrêmement percutante, tu vois des snipers qui sont sur la Statue de la Liberté. Et à un moment donné, dans la bande-annonce, tu as un gars qui arrive devant quelqu'un qui est armé, là, vraiment de mitraillette, un autre Américain. Et il dit, écoute, arrête de pointer ton arme sur moi, je suis un Américain, je suis un Américain comme toi. Et le gars qui le pointe avec sa mitraillette, il dit, oui, mais quelle sorte d'Américain tu es? Et là, je regardais ça et je te jure, j'avais les poils redressés sur les avant-bras parce que je me dis, les Américains, parce que pour moi, le cinéma, c'est une fenêtre sur l'inconscient collectif d'un peuple. Hein. Je me dis, les Américains sont en train de concevoir que c'est peut-être possible, que c'est dans l'ordre du probable, une guerre civile. Écoute, ça va faire jaser ce film-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Écoute, je pense qu'on est dans une période où on ne peut assurément pas exclure qu'il y ait des gestes violents et des débordements. Est-on vraiment à la veille d'une guerre civile? Ouais. Je peux même pas te répondre avec certitude. J'aurais de la difficulté à imaginer quels sont les deux camps exactement géographiquement. Dans le cas de la guerre de sécession, de la guerre civile qui s'est passée au 19e siècle, c'était clair qu'on avait une frontière géographique. Ça s'appelait la ligne Mason-Dixon, les États anti-esclavagistes au nord et les États esclavagistes au sud. Dans ce cas-ci, on est plus dans un monde, les villes contre les zones rurales, une partie du sud et du centre des États-Unis, mais pas exclusivement contre les deux côtes. Faudrait voir comment tout ça pourrait prendre forme. Mais comme tu dis, sans dire, mettons, exclu. sans dire que ça va être une guerre civile, reste qu'ils sont en train de dire la possibilité que la violence armée, que les gens aient recours aux armes pour faire avancer leurs idées, leur camp politique est réel. Et c'est assez inquiétant, ça. Écoute, on l'a vu le 6 janvier 2021. Il y a des gens qui essaient d'atténuer la portée de ce qu'on a vu cette journée-là, mais on a vu que c'était organisé, on a vu que ça allait chercher un certain nombre de personnes, et c'est encore ces gens-là qu'on tente d'exciter à la veille de l'élection. C'est là où voter Trump ou voter Biden, mais la rhétorique de Donald Trump ne peut que favoriser ça au moment où on se parle. Donc, on exagère parfois certaines déclarations, on exagère certaines images, mais il y a quand même quelque chose de violent, de haineux à l'intérieur de ce discours-là. Et on l'a déjà dit, hein, il y a peu d'enjeux finalement qui vont être déterminants pour l'élection 2024. Mais ce qu'on appelle depuis quelques années la guerre culturelle, c'est bel et bien réel. Peu importe encore là à quel point on peut être caricatural dans la représentation de la guerre culturelle, il y en a qui vont voter parce qu'ils ne sont pas l'autre, tout simplement. Parce que la possibilité de négocier en terrain commun, là, la possibilité de compromis, elle est réduite. Et l'histoire américaine, depuis le début, ça ne repose que là-dessus. À quel point on est capable de parvenir à des compromis. C'était le cas de la Constitution américaine. C'est ça qui a éclaté à la veille de la guerre de sécession au 19e siècle. La possibilité de compromis était réduite à néant. Et c'est la première fois depuis cette guerre civile, c'est pas la première fois qu'il y a des tensions, puis c'est pas la première fois qu'il y a des manifestations, dans certains cas, qui dégénèrent. Mais je n'ai pas été aussi inquiet pour nos collègues, nos voisins américains que depuis, finalement, la rivalité intense au 19e siècle. Mais écoute, il y a plusieurs années de ça, j'étais jeune journaliste à l'hebdomadaire Voir, l'hebdo gratuit à Montréal. J'avais interviewé Arthur Schlesinger Jr., qui est un ancien conseiller de John F. Kennedy. Je l'avais eu par téléphone. Très bon historien aussi. Oui, c'est ça. Et écoute, il venait de publier un livre qui s'appelait The Disuniting of America. Et il disait, les États-Unis, on passe trop de temps à mettre l'accent sur ce qui nous divise plutôt que ce qui nous rassemble. Et on est de plus en plus les États des Unis. Et là, c'est pas nouveau, là. Je te parle, écoute, je te parle des années fin 90 peut-être, là. Début 2000, ça fait longtemps de ça que ce phénomène-là est perceptible. Et écoute, j'aime bien que tu précises la date. Moi, j'identifie le début de la polarisation actuelle à l'élection de Bill Clinton.
Pas forcément en raison de Mm. Bill Clinton, qui a su naviguer, lui, entre républicains et démocrates. Il a même parfois étonné les républicains en proposant des choses que les démocrates n'aimaient pas, mais que les républicains pouvaient difficilement rejeter. C'est comme ça qu'il s'en est sorti, d'ailleurs, à la fin du premier mandat, puis pendant son deuxième mandat. Mais le début des années 90, c'est le début d'une situation qui a dégénéré jusqu'à maintenant. Puis on revient à cette phrase-là que j'ai répétée je ne sais pas combien de fois. Oubliez Trump. Trump, c'est la dernière manifestation. C'est le symptôme. Il est peut-être arrivé à cristalliser des positions, mais Trump n'a rien inventé de ça. Il a surfé là-dessus. Donc, on est avec un 30-40 ans de polarisation, mais où dans ce 30-40 ans, on s'est rarement aussi peu parlé intelligemment de compromis, puis on voit qu'au sein même des partis, on ne s'entend pas. Le Ben Parti oui. démocrate, on le sait, est tiré plus à gauche, c'est un des volets de cette guerre culturelle. De l'autre côté, à chaque jour, il suffit de regarder les travaux de la Chambre des représentants pour constater à quel point les républicains ne s'entendent même pas sur à quel point ils veulent être radicaux dans leur opposition systématique à tout ce qui ressemble à un compromis. Puis bien sûr, ben, ça implique les compromis qu'on ferait avec l'administration Biden. Ben là, il faut que les Américains retrouvent une certaine cohérence, puis une certaine cohésion, excuse-moi, une certaine cohésion. Et je reviens à ce que Bill Maher disait récemment. Il est temps, Ouais. il est plus que temps qu'on mette l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt sur ce qui nous divise. Parce que là, on va dire, là, écoute, la période où les États-Unis étaient vraiment des États unis, c'est peut-être une parenthèse dans l'histoire des États-Unis et peut-être Oui, que le naturel revient au galop, que finalement, le naturel, c'est pas que ce soit les États-Unis. C'était ça qui était le particulier. C'est le naturel, c'est que ce soit des États désunis. On a voulu faire un pays voilà. avec Écoute, des gens qui s'entendaient pas. Écoute, c'est des compromis entre régionalisme et j'explique souvent en classe. Les étudiants me posent des questions, par exemple, sur le budget. Comment ça se fait, Monsieur La Liberté ou Luc? Comment se fait-il que le système soit paralysé? Et je leur explique souvent, c'est parce qu'il fonctionne. Est-ce qu'on aime ce fonctionnement-là ou pas? Mais le système, si c'était un ordinateur, il a été pensé pour planter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de volonté de compromis, plutôt que d'aller de l'avant sans compromis, le système plante. Donc, ça va avec ce que tu viens de dire ou c'est un complément à ce que tu viens d'affirmer. Les États unis d'Amérique, c'est l'exception unie. Les moments où on Oui, s'est oui, rassemblés, oui. puis où il y a eu des coalitions assez fortes pour y diriger le pays, ça a été dans des moments de crise. Est-ce que la crise, pensons aux années 30, par exemple, on oublie que Franklin Delano Roosevelt, il a été réélu 4 fois, mais on oublie à quel point ça a été un combat puis une opposition qui a été farouche. On a oublié la tentation de l'extrême droite aussi durant cette période-là. C'est pas la première fois en 2024 qu'on parle d'extrême droite aux États-Unis, mais rappelons-nous que le mot uni, donc, c'est l'exception. Ce sont Hum, des tendances hum. à des factions, des régionalismes, puis parfois on trouve un compromis qui satisfait tout le monde. Est-ce que la crise actuelle va permettre ça? C'est là où je me sens pas à l'aise et je m'avance en terrain Ben, particulièrement boueux. Si je tente d'y aller d'une prédiction ou d'une conclusion à la période actuelle. écoute, assez inquiétant, très intéressant. Ah, j'entends tes étudiants qui te réclament en classe, mon cher Luc. Ils t'attendent. Là. Ton cours commence à 10 heures. Merci beaucoup. À demain. Salut. Allez, bonne journée.